Salut, moi c'est Sarah. Je vous souhaite la bienvenue sur ce blog, un mélange de podcast et de blog issu de l'idée des vlogs. La différence avec un podcast classique ? Rien n'est préparé. Je m'apprête à vous parler pendant 12 minutes, qui est selon moi le temps idéal puisque c'est la durée de mon trajet maison-boulot. L'objectif, tenir un carnet de bord de ma thèse et j'espère réhumaniser les doctorants car oui, même après Bac+5, on reste des humains. Bonne écoute! Lors du Startup Weekend dont je vous ai parlé dans le dernier épisode, le jury, et en particulier Marion, m'a posé une question au moment du pitch final, et là, je me suis trouvée un peu bête. La question c'était, sur votre plateforme, comment on va faire pour être sûr que les contenus soient des contenus cohérents, pertinents et vrais ? Et donc, je me suis posé la question de l'intégrité scientifique en recherche, et j'ai même suivi un MOOC pour pouvoir en parler correctement. Alors, l'intégrité scientifique en recherche ou l'éthique en recherche, c'est une façon de faire de la bonne science. On a dit ça, on a tout dit et rien dit, mais l'idée c'est d'être dans l'honnêteté intellectuelle, c'est pas facile à dire, dans la rigueur, dans le fait de respecter les normes, les lois, les règlements, de gérer méthodiquement les données qu'on collecte pendant la recherche, mais aussi l'argent, et de respecter les personnes qui sont engagées dans la recherche. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Parce qu'en fait, la spécificité de la méthodologie scientifique, normalement, c'est la force de la preuve. C'est-à-dire qu'on peut affirmer quelque chose scientifiquement si on en a la preuve. Il faut se remettre en question constamment, que ce soit dans l'expérience ou face à une preuve documentaire ou à une démonstration. Et là, je vais peut-être vous apprendre un truc de dingue. Le Doliprane, ce médicament qu'on prend tous chez nous, oui, ça fonctionne, parce qu'on a prouvé que chez des personnes ça fonctionnait, mais les scientifiques ne savent pas en fait vraiment pourquoi et comment ça fonctionne. Et pourtant ça marche. Alors ça vous montre bien que la preuve en science, elle peut être de divers aspects et assez variés. On va essayer de voir comment on peut exiger cette rigueur et avoir cette validation collective des preuves et de cette rigueur qui est mise en question. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que c'est prouvé statistiquement, mais pas empiriquement. Alors comment on fait ? Parce qu'en fait, toute cette intégrité scientifique, elle relève un peu du non-dit. Toutes les normes, tous les principes scientifiques devraient faire consensus et devraient pas avoir besoin d'être explicités. Parce que ça fait partie des valeurs du chercheur, enfin on imagine. Donc l'honnêteté, la rigueur, la fiabilité et aussi la responsabilité. Parce qu'en fait, vous allez voir en conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, l'intégrité scientifique en recherche, c'est vraiment une responsabilité individuelle que chacun doit prendre. Alors, éthiquement, les normes qui prévalent, c'est l'universalisme de la science, le communisme, et oui, parce qu'en fait, la science doit être considérée comme un bien public, un bien commun, mais aussi le désintéressement. On doit s'intéresser au progrès de la science, mais pas avoir des intérêts personnels. Et évidemment, le scepticisme organisé, c'est-à-dire remettre en question systématiquement la science elle-même, le politique, le religieux, l'économique. L'attitude scientifique doit être l'attitude du doute. Donc on a une responsabilité individuelle de ça, mais aussi évidemment une responsabilité collective et solidaire. C'est quand même très régulier que la science soit collective, c'est-à-dire qu'elle fait appel à des gens, etc. Je veux dire, quand vous interrogez une personne en entretien pour prouver des choses en science, vous lui faites confiance, a priori, même s'il peut y avoir des biais qu'on met en lumière et qu'on analyse. Donc sont responsables de cette éthique scientifique le chercheur en lui-même et les chercheurs qui participent aux recherches, mais aussi les institutions, les financeurs, les commandeurs de la recherche, le laboratoire en lui-même, le chercheur à titre personnel, les personnes interrogées, etc., etc. Donc on a beau dire que c'est une considération de responsabilité individuelle, le collectif joue aussi énormément. Et pourtant, il y a des manquements à cette éthique. Le plagiat, des données falsifiées, des données fabriquées. Alors en fait, c'est des fraudes qui sont assez peu fréquentes et qui même parfois sont involontaires. Et ça, c'est quand même dingue. Par contre, à chaque fois qu'il y en a une, bim, scandale dans la presse, il y a eu manquement, il y a eu fraude. J'imagine que vous avez entendu parler d'un certain Didier Raoult qui en ce moment fait face à ça. Bon, clairement, je suis pas trop fan du bonhomme, mais c'est clair qu'il y a une espèce de zone grise qui existe entre ceux qui font de la bonne recherche et ceux qui fraudent de manière volontaire et ceux qui fraudent de manière involontaire. Tous les ans, lorsque j'encadre des mémoires de recherche, j'ai des étudiants qui me disent « Mais madame, si on a fait du plagiat sans faire exprès !» Ouais, c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place des méthodologies les plus rigoureuses possibles. Tout ça est aussi lié à ce qu'on appelle la recherche reproductible. En principe, on est censé proposer des protocoles de recherche qui peuvent être reproduits pour être, en gros, vérifiés par quelqu'un d'autre. Mais, en même temps de ça, il y a des trucs qui existent qui font que on ne montre que les résultats qui sont favorables à nos hypothèses.
Moi, j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait, quand on fait une expérience et que ça ne fonctionne pas et qu'on n'arrive pas à prouver ce qu'on voulait, on publie pas. C'est complètement nul parce que ça veut dire qu'il y a une brique de la connaissance qui n'est pas mise sur le mur du savoir, entre guillemets, pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents. Donc ça, c'est souvent utilisé. Or, ce serait hyper intéressant pour les gens de savoir que telle expérience n'a pas fonctionné. Évidemment, ce genre de fraude ou de manquement a des impacts sur la santé des individus, notamment le sentiment de culpabilité, parce que des fois, on peut avoir un laboratoire ou un financeur qui nous met la pression pour avoir des résultats, ce qui fait qu'on va frauder parce qu'on ne sait plus quoi faire. Ça peut générer des tensions au sein du laboratoire ou avec le financeur. Ça peut évidemment générer des arrêts de financement, voire même des demandes de remboursement. Et en termes d'image et de réputation pour le chercheur et pour le labo, etc., ça peut vraiment avoir des impacts très forts. Alors, évidemment, quand on a des fraudes ou des manquements, il y a des traitements, une gestion et des solutions. Mais bon, vous allez voir qu'il y a encore du boulot. La première solution qui est proposée, c'est déjà de mettre en place des cellules d'écoute et d'échange pour déceler ces pressions-là sur les chercheurs, les jeunes chercheurs ou doctorants ou autres, des pressions qui pourraient générer de la falsification ou de la fabrication de résultats. Donc on met en place des cellules d'écoute et d'échange. Clairement, je suis pas sûre que ce soit suffisant, mais c'est au moins un pas en avant pour aller vers moins de pression dans les labos, parce qu'a priori, d'après tout ce que je lis et ce que je vois, ça peut vraiment exister de manière très forte. Il y a aussi des chartes de déontologie, des chartes d'intégrité scientifique, des codes de bonne conduite, etc. Donc c'est vraiment des recommandations qui existent. Les chartes, elles sont vraiment bien faites, il y a des trucs hyper bien pensés et tout, mais il y a une autorégulation de la communauté autour de ces chartes. Il existe aussi des rapports sur l'intégrité scientifique et évidemment des actions de formation et de sensibilisation qui permettent de prévenir ces éléments-là. Mais il y a vraiment des enjeux essentiels derrière cette intégrité scientifique parce qu'en fait, notre mission en tant que chercheur, c'est quand même de diffuser la connaissance vers les autres chercheurs, certes, mais aussi vers la société. Les citoyens, ils attendent des choses de notre part. Donc c'est hyper important d'établir une relation de confiance avec eux et donc d'avoir des recherches fiables et intègres et éthiques. C'est aussi important d'avoir la confiance des politiques, des décideurs, parce que les débats entre les scientifiques devraient aboutir à des états des lieux qui soient crédibles. La recherche, c'est, comme on l'a déjà dit, un processus cumulatif, donc c'est hyper important que les travaux en cours puissent se baser sur des travaux précédents qui soient solides. Si on met notre petite brique de connaissances sur une autre mais que l'autre s'écroule, tout ce qu'on a fait ne sert plus à rien. Donc l'éthique scientifique, elle est vraiment déterminante pour la réputation, pour l'image et pour la rigueur et la communication avec la société, qui devrait quand même être la base pour tout le monde. Accessoirement, je suis pas sûre que quand il y a des scandales de scientifiques, de chercheurs, etc., ça pousse vraiment les jeunes à s'orienter vers ce genre de carrière. Donc je pense que c'est quand même hyper important de montrer que les chercheurs s'intéressent à ça, etc. Alors évidemment, il y a de la régulation qui est mise en place, avec notamment un cadre institutionnel, donc des actions de régulation pénale pour les fraudes, donc on peut se retrouver devant la justice, parce qu'il y a des lois, notamment la loi de programmation de la recherche, qui mentionne bien l'intégrité scientifique. Il y a des procédures en cas de méconduite, alors si le référent dédié est au courant de la fraude, il y a une instruction sous forme d'enquête, après il y a des procédures de l'employeur pour sanction, et en fonction de la gravité, on peut saisir la justice. Mais clairement, le plan principal de régulation, c'est l'autorégulation interne dans la communauté de chercheurs. Parce que vraiment, on a un gros manque de contrôle sur ces éléments-là, donc on considère que par la discussion, les chercheurs entre eux vont s'autoréguler. Et le truc le plus significatif qui est mis en place dans ce sens, c'est l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire que quand on veut publier un article scientifique, il est évalué, donc il est relu, vérifié par nos pairs, c'est-à-dire par d'autres chercheurs scientifiques, généralement du même domaine. C'est vraiment un des éléments clés de l'intégrité scientifique, c'est que quelqu'un d'autre, qui a votre niveau de compétence, en gros, va vérifier que vous faites bien de la recherche reproductive, que vos résultats sont cohérents, voire peut-être refaire l'expérience, j'en sais rien. L'idée étant évidemment d'ouvrir des discussions et de déceler des défaillances. D'ailleurs, des défaillances, il y en a dans ce système. Vous avez bien compris que quand on est évalué par ses pairs, il suffit que ce soit votre pote et que vous le connaissiez, tout d'un coup, l'évaluation par les pairs peut avoir moins de valeur. Évidemment, on essaye de diminuer au maximum ces éléments-là avec toute une procédure, notamment dans la publication. Je vous renvoie sur ce sujet à mon épisode de podcast sur le suivi d'un MOOC rédigé et publié un article scientifique où il y avait un peu plus de détails sur cette évaluation par les pairs. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que vraiment, c'est de la responsabilité du chercheur.
et pas seulement pour sa propre recherche. Il existe ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte qui vont, entre guillemets, dénoncer les manquements, mais vous comprenez bien les enjeux derrière ça. Il y a le côté, on est des Français, on n'est pas des balances, quoi. Donc la protection en France de ces lanceurs d'alerte, elle est pas foufou, d'après ce que j'ai compris. Donc des fois, on peut hésiter. Et mettons-nous dans la peau d'un jeune doctorant qui se rend compte que son directeur de thèse ou son responsable de labo a triché. Bah comment on fait ? C'est quand même pas évident. Heureusement, il existe dans toutes les universités des référents déontologie, des référents intégrité scientifique vers lesquels on peut se tourner. Et il y a même un réseau de ces référents avec des groupes de travail qui travaillent sur les protocoles de traitement des manquements à l'intégrité, sur les questions des sciences humaines, sur les formations et la sensibilisation sur ces sujets. Donc on a quand même quelques solutions. Concernant ma propre recherche, moi je me lance dans les sciences participatives, dans laquelle la responsabilité de ça, mais pas que, se répartit aussi avec les participants. Donc j'ai prévu de créer un comité d'éthique et de suivi de ma recherche pour m'assurer justement d'être bien dans l'intégrité, mais aussi une espèce de charte collaborative ou de contrat collaboratif, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, qui permet de dire aussi à mes participants, à mes collaborateurs à la recherche, tous ces éléments-là et de leur dire qu'ils prennent la responsabilité si eux-mêmes falsifient ou embellissent un peu leur discours ou leurs données ou ce qu'ils vont en faire. J'espère pouvoir bientôt revenir vers vous pour vous raconter la suite de cette belle aventure intègre et éthique. Et en attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit Tipeee, et oui, j'ai créé un Tipeee, ou même un œuf d'or si vous écoutez le podcast sur Tumult. À bientôt!